Il était un peu plus de midi. Le soleil frappait fort sur les tôles ondulées du quartier de Mvogada, à Yaoundé. L'air était lourd, chargé de cette poussière rouge qui s'infiltre partout, même dans les silences. Et ce jour-là, le silence dans la maison d'Engema était glacial. Kate était debout dans la cour. Ses mains tremblaient légèrement. Autour d'elle, ses vêtements étaient éparpillés. Un pagne bleu, une paire de chaussures usées, une bible déchirée, une petite valise ouverte avec ses dessous à l'intérieur. Elle avait eu à peine le temps de rentrer du marché que la voix de sa belle-mère l'avait transpercée. « Ne rentre pas ici. Tes choses sont déjà dehors. » Kate n'avait pas compris tout de suite. Elle avait pensé à une dispute, un malentendu, quelque chose de passager. Mais quand elle vit son mari, Daniel, debout devant la porte, les bras croisés, l'air dur, elle sut. « Kate, c'est fini entre nous. Je ne peux plus vivre dans cette honte. 3 ans de mariage, rien. Tu n'es pas une femme, tu es un poids mort. » La belle-mère, Maman Rose, s'approcha, tenant une bassine d'eau qu'elle renversa devant Kate. « Ma maison est propre, je ne veux pas que tu y laisses ta malchance. Dégage. Et ne reviens plus. » Des voisines regardaient depuis la clôture. Certaines chuchotaient. D'autres filmaient. Une femme âgée faisait semblant de balayer, mais fixait Kate avec pitié. Kate ne pleura pas. Elle sentit sa gorge se serrer, mais aucun sanglot ne sortit. Elle ramassa sa valise abîmée, remit son foulard et commença à marcher. Personne ne proposa de l'aider. Même Daniel tourna les talons et rentra dans la maison. Elle descendit la ruelle poussiéreuse en silence, le cœur lourd, le regard vide. Personne ne savait que ce matin-là, avant d'aller au marché, elle avait acheté un ticket de loterie. Par simple réflexe. Pour rêver un peu. Elle l'avait glissé dans son sac, entre son porte-monnaie et une facture impayée. À cet instant, elle l'ignorait encore. Le ticket était gagnant. Pas un petit gain. Pas quelques milliers de francs. Non. 3 milliards de francs CFA. Mais dans la poussière de Mvogada, elle n'était encore que la femme stérile. La honte de la famille. L'épouse à effacer. La nuit tomba rapidement sur Yaoundé. Un de ces soirs lourds et moites où le ciel semble plus bas que d'habitude. Kate était allongée sur le vieux canapé de Joyce, son amie d'enfance. Joyce vivait seule dans un petit studio, au 3e étage d'un immeuble ancien à Esso. Ce n'était pas le confort, mais c'était un abri. Kate n'avait presque pas parlé depuis qu'elle était arrivée. Elle avait posé sa valise dans un coin, retiré ses sandales poussiéreuses et s'était couchée en position fétale. Joyce, infirmière de nuit, la regardait de temps en temps avec inquiétude. « Tu veux manger quelque chose ? Même un peu de bouillie ?» Kate secoua la tête. « De l'eau alors ? » Toujours pas de réponse. Vers 21h30, alors que Joyce s'apprêtait à partir pour son poste de garde à l'hôpital central, Kate sortit enfin un mot. « Tu te souviens des tickets qu'on achetait, au collège ? » Juste pour rigoler. Joyce haussa les épaules. « Oui, les tickets de chance à 200 francs. » Pourquoi ? Kate fouilla lentement dans son sac. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle tomba sur le ticket. Froissé. Sale. Elle l'avait acheté ce matin, à la hâte, pendant qu'elle attendait son poisson fumé. J'en ai pris un aujourd'hui. Juste comme ça. Je sais même pas pourquoi. Joyce s'arrêta un instant, intriguée. Donne, on regarde. Kate tendit le ticket. Joyce alluma l'application de Loterie Nationale sur son téléphone. Elle scanna le code. L'écran se figea. Silence. Puis le téléphone vibra. Félicitations. Vous êtes le gagnant du jackpot. 3 milliards francs CFA. Joyce écarquilla les yeux. Elle faillit lâcher le téléphone. Kate ? C'est une blague ? Kate, regarde bien, c'est TON numéro là ? C'est ton ticket ? Kate ne répondit pas. Elle fixait l'écran. Le souffle coupé. 3 milliards. Le genre de somme qu'on n'imagine même pas toucher dans une vie. Elle relut le message encore et encore, espérant y voir une erreur. Une arnaque. Un piège. Mais tout était vrai. C'était elle. C'était son ticket.
Joyce se jeta sur elle, en larmes. Dieu t'a vu, Kate. Tu as souffert comme une servante et voilà ta récompense. Ma sœur, tu es milliardaire. Tu es libre. Kate ne réagit pas immédiatement. Elle ne cria pas. Ne sourit même pas. Elle resta là, le regard perdu. Elle ne pensait ni à l'argent, ni aux villas, ni aux voitures de luxe. Elle revoyait juste la bassine d'eau sale que sa belle-mère avait jetée sur elle. Elle revoyait le visage fermé de Daniel. Elle entendait encore les voisines rire dans leur salon. Et elle se dit une seule chose. Ils m'ont chassée, sans savoir ce que je portais en silence. Dans la nuit noire de Yaoundé, une femme brisée venait de renaître. Et elle n'avait encore rien dit. Rien montré. Rien pardonné. Mais une certitude prenait racine dans son cœur. Je ne retournerai pas supplier. Je vais me relever, et quand je reviendrai, ce ne sera plus pour frapper à leur porte. Le lendemain matin, Yaoundé s'éveillait dans son vacarme habituel. Klaxons, appel à la prière, cris de vendeurs ambulants et chants d'oiseaux. Mais dans le petit appartement de Joyce, tout était calme. Kate était déjà réveillée. Assise sur une chaise, enveloppée dans un pagne, le ticket devant elle. Joyce dormait encore, le visage collé contre son oreiller. Kate n'avait pas fermé l'œil. Pas par excitation. Mais parce que quelque chose en elle avait changé. Une cassure. Une naissance. La Kate docile, soumise, qui se taisait pour préserver les apparences, était morte. Et à sa place, une autre femme ouvrait les yeux. À 10 heures, elle se rendit dans une banque privée au centre-ville, accompagnée de Joyce. Là-bas, tout alla très vite. Le conseiller clientèle, un homme élégant, relut plusieurs fois le numéro gagnant. Puis il la regarda, interloqué. « Mademoiselle Kate. Vous venez d'entrer dans le top 5 des femmes les plus riches du pays. Félicitations. » Elle ne sourit pas. Elle murmura simplement. « Je veux que ce soit discret. Je veux que rien ne soit à mon nom directement. Je veux des structures légales. Des avocats. Des contrats solides. » Elle n'était ni naïve, ni avide. Elle voulait seulement une chose, la paix. Et une revanche digne, froide, propre. Parchemin le plan. Durant les jours suivants, Kate travailla en silence. 1. Elle engagea un cabinet d'avocats d'affaires spécialisé dans les investissements discrets. 2. Elle créa une société écran au nom de Kaji Foundation, ses initiales à l'envers. 3. Elle demanda à ses avocats de repérer discrètement toutes les propriétés mises en vente dans son ancien quartier. 4. Elle choisit une seule maison, celle de Daniel. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la propriété avait été mise en gage par Daniel quelques mois plus tôt pour investir dans un projet agricole, qui avait échoué. La maison était sur le point d'être saisie. Kate la racheta cash via sa société. Le prix ? Insignifiant pour elle. Mais symbolique. Je veux qu'ils restent dedans pour l'instant. Je ne veux pas les expulser tout de suite, dit-elle à ses avocats. Pourquoi ? Parce que je veux qu'ils s'habituent à vivre dans quelque chose qui ne leur appartient plus. Robe la transformation. Elle changea de style. Plus de robes déchirées. Plus de sandales usées. Elle consulta une styliste discrète, prit soin de ses cheveux, acheta 2 téléphones neufs. Mais elle ne s'afficha pas. Pas de réseaux sociaux. Pas de publications. Elle se préparait. Joyce, témoin de chaque étape, n'en revenait pas. Tu pourrais partir vivre à l'étranger, Kate. Acheter une villa à Dubaï. Pourquoi tu restes ici ? Kate fixa le ciel. Parce que c'est ici qu'ils m'ont humiliée. C'est ici que je veux renaître. Et puis, je n'ai pas encore fini. Le chantier du silence. Quelques semaines plus tard, Kate lança la rénovation de la maison. Pas celle de Daniel. Une autre. Une grande bâtisse délabrée, non loin du quartier, qu'elle transforma petit à petit en centre d'accueil pour femmes rejetées. Elle le baptisa la maison du retour. Elle engagea une équipe, psychologues, formatrices, juristes, sages-femmes. Des femmes, toutes rescapées de violences, d'abandon, de rejet. Personne ne savait que c'était elle la fondatrice. Elle se faisait appeler Madame K,
et ne recevait que dans un bureau discret, toujours vêtu de blanc. Mais pendant ce temps, dans son ancienne maison, Daniel ne dormait plus aussi bien. Les dettes s'accumulaient. Sa nouvelle compagne, enceinte, était capricieuse. Sa mère, maman Rose, tombait souvent malade. Et il ignorait une chose. Les murs qui les abritaient n'étaient plus à eux. Ils vivaient dans la maison de Kate. Le vent avait changé. Pas dans l'air, non. Mais dans les murs. Dans les silences. Quelque chose rôdait autour de la maison d'Engema. Quelque chose d'invisible, mais réel. Daniel passait ses nuits à faire des comptes. Il avait vendu sa voiture. Son projet d'élevage de tilapia avait coulé. Sa compagne, Mireille, était à 7 mois de grossesse et réclamait un accouchement dans une clinique privée. Sa mère toussait sans cesse, mais refusait d'aller à l'hôpital public. Les dettes s'accumulaient comme la poussière sur les meubles. Un matin, un homme en costume sombre frappa au portail. « Je suis maître Diop. Huissier de justice. Je viens procéder à une notification de changement de propriété. » Daniel fronça les sourcils. « Pardon ?» L'huissier sortit un épais dossier. « La maison a été vendue. Rachetée légalement par une société. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux. » Silence. Puis la voix de maman Rose depuis l'intérieur. « Qui a osé acheter ma maison ?» Elle sortit précipitamment, en pagne, le foulard de travers. « Ce n'est pas possible. Mon fils est propriétaire ici. C'est notre terrain familial. » L'huissier resta de marbre. « Madame, le terrain a été mis en garantie bancaire il y a 9 mois. Le prêt n'a pas été remboursé. La banque a revendu. Les documents sont là. » Il tendit les papiers. Daniel les attrapa, les feuilleta et blanchit. Le nom de la société acheteuse, Kaji Foundation. Le nom du signataire, Madame K. Il sentit un frisson dans sa nuque. Ce nom. Ses initiales. Il avait déjà entendu ça quelque part. Caméra le jour où tout bascule. 2 jours plus tard, le quartier était en émoi. Une grosse voiture noire, vitre teintée, se gara devant la maison. Des ouvriers arrivèrent, portant des pots de peinture, des outils, des planches. Daniel sortit, furieux. « Vous faites quoi ici ?» Un des ouvriers répondit. « On est là pour commencer les rénovations. Ordre du nouveau propriétaire. » Daniel hurla. Mireille sortit, en robe de chambre, le ventre bien arrondi. Et puis, les portières de la voiture noire s'ouvrirent. D'abord un avocat. Puis un assistant. Puis Kate. Vêtue d'un tailleur crème. Élégante. Sereine. Elle portait des lunettes de soleil. Aucun bijou. Son allure imposait le respect. Tout le quartier s'immobilisa. Les enfants cessèrent de jouer. Même les chiens se turent. Daniel recula d'un pas. Kate? Elle ne répondit pas. Elle regarda la maison. Lentement. Puis elle sortit un document qu'elle tendit à l'huissier. Je demande l'évacuation immédiate. Pour défaut de libération volontaire. L'huissier acquiesça. D'accord. On peut engager la procédure. Maman Rose s'approcha, furieuse. Tu veux nous chasser? Nous? Tu oublies que c'est moi qui t'ai accueilli quand tu n'avais rien? Kate la regarda. Longtemps. Puis, calmement. Vous ne m'avez pas accueilli. Vous m'avez utilisé. Humilié. Jeté. Et moi, je vous ai laissé croire que j'étais fini. Aujourd'hui, je reviens non pas pour me venger, mais pour reprendre ce que j'ai payé. Elle se tourna vers Daniel. Et toi? Tu m'as répudiée comme une servante. Pour une promesse de grossesse. Alors vis maintenant, dans la maison de celle que tu as méprisée. La chute en silence. Daniel tomba à genoux. Kate, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je n'étais pas moi-même. J'étais influencée par ma mère. J'ai fait une erreur. Kate reste à droite. Le problème avec l'erreur, c'est qu'elle coûte cher. Très cher.
Elle se retourna, marcha vers sa voiture. Avant de monter, elle ajouta. Je vous laisse jusqu'à demain midi. Ensuite, la sécurité changera les serrures. Puis elle disparut. Le portail claqua. Et cette fois, ce n'était plus elle qu'on chassait. C'était eux. Quelques semaines plus tard, dans un quartier calme et verdoyant de Yaoundé, une bâtisse blanche aux volets bleus ouvrait ses portes. Pas un palace. Pas une villa extravagante. Mais un lieu apaisant, sobre, entouré de bougainvilliers et de bancs en bois. Une plaque discrète à l'entrée. La maison du retour centre d'accueil pour femmes rejetées et oubliées. Fondée par Madame K. Bulle un nouveau rôle. Kate n'avait pas choisi les feux des projecteurs. Elle voulait faire du silence un remède. Et de sa douleur un refuge. Chaque matin, elle accueillait, dans son tailleur blanc, des femmes venues de tout le pays. Des femmes battues. Des femmes abandonnées après des fausses couches. Des veuves chassées par les belles familles. Des jeunes filles rejetées parce qu'elles n'avaient pas eu le bon sexe à la naissance. Elles arrivaient là, les yeux éteints. Elles repartaient debout. Avec un métier. Un logement temporaire. Une protection juridique. Un peu de dignité. Et au centre de tout cela, il y avait elle. Kate. Ou plutôt Madame K, comme tout le monde l'appelait maintenant. Télévision, une interview choc. Un jour, une journaliste de la chaîne nationale, intriguée par cette mystérieuse bienfaitrice, demanda une interview. Kate accepta. Mais à une condition, pas de maquillage. Pas de filtre. Pas de mise en scène. Le jour de l'enregistrement, elle arriva simplement habillée, assise face à la caméra. La journaliste attaqua fort. Madame K. On dit que vous avez racheté la maison de votre ex-mari et que vous l'avez expulsé. Vous ne trouvez pas ça cruel? Un silence s'installa. Puis Kate répondit calmement. On m'a chassée comme une mendiante. On a ri quand je pleurais. Le jour où j'ai gagné 3 milliards, personne n'était là pour me féliciter. Alors non, je ne me venge pas. Je leur ai juste offert un avant-goût de ce qu'ils m'ont fait vivre. La différence, c'est que moi, je l'ai fait avec la loi. Pas avec la cruauté. La journaliste changea de ton. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse? Kate regarda la caméra, les yeux humides. Je suis en paix. Pas parce que je suis riche. Mais parce que je n'ai plus besoin de supplier pour être aimée. Aujourd'hui, je donne ce que je n'ai jamais reçu. Et c'est ça, ma vraie richesse. L'interview devint virale. Les réseaux s'enflammèrent. Le pays découvrit l'histoire de cette femme silencieuse, devenue symbole de résilience. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de l'autre côté. Pendant ce temps, Daniel sombrait. Depuis son expulsion, sa compagne Mireille avait accouché d'un enfant mort-né. Elle l'avait quitté peu après. Il vivait désormais dans une pièce louée à Aubilly, sans emploi, sans avenir. Sa mère, Maman Rose, était retournée vivre dans le village natal, malade, sans soins. Daniel buvait. Un soir, il écrivit une lettre à Kate. Une lettre qu'il n'eut jamais le courage d'envoyer. Tu étais ma bénédiction, Kate. Et je t'ai méprisée. J'ai voulu la beauté, la fertilité, le prestige. Et j'ai perdu la seule femme qui m'aimait quand je n'étais rien. Pardon. Mais je comprends que ce pardon, tu n'en as plus besoin. Modificateur d'émoticône, foncer une visite inattendue. Un matin, alors qu'elle faisait le tour du centre, une jeune fille fine, à la voix timide, s'approcha de Kate. Madame K? Il y a une femme très âgée qui insiste pour vous voir. Elle n'a pas voulu dire son nom. Elle pleure beaucoup. Kate haussa un sourcil. Elle descendit. Et là, sur le banc d'entrée. Maman Rose. Amaigrie. Défaite. Les yeux rouges. Le foulard sale. Dès qu'elle vit Kate, elle tomba à genoux. Pardonne-moi, Kate. Je t'en supplie. J'ai tout perdu. Je n'ai plus que toi. Les femmes du centre regardaient. Certaines étaient prêtes à intervenir. Mais Kate leva la main. Elle s'approcha. Aida la vieille femme à se relever. Puis murmura doucement. Vous m'avez jeté quand j'étais faible.
Aujourd'hui, je suis forte. Et c'est pour ça que je ne vous jetterai pas. Elle la fit entrer. Pas dans sa vie, mais dans la maison du retour. Le temps était passé. Et comme le vent dans les arbres, il avait emporté certaines douleurs, mais laissé les racines. 2 ans. Cela faisait 2 ans depuis ce jour où Kate avait été chassée de la maison. 2 ans depuis qu'elle avait découvert qu'elle était milliardaire. 2 ans depuis qu'elle avait fait le choix de ne pas riposter avec le bruit, mais avec la construction. Se mit un héritage vivant. La maison du retour comptait désormais 3 antennes, à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam. Des centaines de femmes y étaient passées. Certaines étaient devenues couturières. D'autres avaient lancé des petits commerces. Une jeune femme nommée Clarisse, rejetée après un viol, était aujourd'hui infirmière grâce aux bourses du centre. Et toutes, sans exception, connaissaient le visage de Madame K. Mais très peu connaissaient toute son histoire. Kate n'aimait pas parler d'elle. Elle préférait écouter. Elle disait souvent: « Mon histoire n'est pas plus tragique que la vôtre. Mais si elle peut vous prouver qu'on peut se relever, alors elle aura servi. » Colombin, choix étrange. Un jour, ses avocats lui apportèrent une nouvelle. « Madame Kate, vous avez encore 900 millions inutilisés sur vos comptes. Vous voulez investir dans l'immobilier? Une résidence à l'étranger? » Elle secoua la tête. « Je veux construire une école. Gratuite. Pour les filles sans ressources. Pas une grande école. Juste une vraie. » L'école ouvrit ses portes 1 an plus tard, dans un petit village près de Kribi. Elle l'appela l'école Grâce. En hommage à la chance qu'elle n'attendait plus. La lettre de trop. Un soir, Kate reçut une lettre. Une enveloppe froissée, manuscrite. Elle la reconnut immédiatement. Daniel. Astérisque Kate. Je t'écris avec le peu de force qui me reste. Mon entreprise a échoué. Mireille est partie. Ma mère est morte. Je vis dans une chambre sans fenêtre. Je n'attends pas ton aide. Je ne mérite pas ton regard. Je voulais juste que tu saches que le silence que tu m'as laissé est plus bruyant que toutes mes humiliations. Tu étais ma maison. Et je t'ai incendiée. Astérisque. Elle plia la lettre. La posa dans une boîte en fer où elle gardait les témoignages de femmes passées par le centre. Puis elle s'éloigna. Elle ne répondit pas. Pas par orgueil. Mais parce que certaines pages, quand on les relit trop, finissent par vous salir les mains. Étincelle l'hommage final. Un soir, lors d'un gala de charité, elle fut invitée à prendre la parole. Les lumières étaient braquées sur elle. Une salle pleine de notables, d'hommes politiques, de personnalités publiques. Mais elle regardait au fond. Là où étaient assises les femmes silencieuses. Celles qui n'avaient jamais eu de micro. Celles qu'on n'écoutait jamais. Elle monta sur scène, respira, et dit: « Un jour, j'ai été chassée. Parce que je n'étais pas assez. Pas assez fertile. Pas assez brillante. Pas assez femme. On m'a traitée comme un déchet. Mais ce jour-là, Dieu m'a confié une mission. Non pas pour écraser, mais pour relever. Ce que j'ai construit, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour que plus jamais une femme ne pense qu'elle doit mourir en silence. » Lever de soleil sur montagne épilogue. Un matin, alors qu'elle se promenait seule près de la mer, les pieds dans le sable, une fillette courut vers elle et lui tendit une fleur. « Merci d'avoir aidé ma maman. » Kate s'accroupit. Sourit doucement. Tu sais, parfois, on perd tout pour pouvoir comprendre ce qu'on valait vraiment. La fillette hocha la tête. Kate leva les yeux vers l'horizon. Là où l'eau rejoint le ciel. Elle n'avait plus de rancune. Plus de besoin de prouver quoi que ce soit. Elle avait été chassée. Mais ce jour-là, elle avait trouvé son chemin. Il y a des silences qui humilient, et d'autres qui guérissent. Kate a été rejetée, non pas parce qu'elle valait moins. Mais parce que ceux qui l'ont jugée valaient trop peu pour la reconnaître. Elle aurait pu se venger. Elle aurait pu humilier à son tour. Mais elle a choisi de transformer sa douleur en abri. Car parfois, Dieu ne permet pas qu'on nous écrase pour nous punir. Mais pour nous déplacer. Pour nous construire ailleurs. On ne choisit pas toujours ce qu'on traverse.
Mais on peut choisir ce qu'on en fait. Et il se pourrait que ce rejet, cette trahison, ce non, soit l'emballage douloureux d'une mission sacrée. La souffrance ne fait pas de vous une victime. Elle peut faire de vous un repère pour d'autres. Alors relève-toi. Ne crie pas pour qu'on t'entende. Deviens si solide qu'on ne puisse plus t'effacer.